Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on diffuse la première séance de la 7e saison des Mercredis des Révolutions, enregistrée le 10 janvier dernier. Une discussion passionnante animée par l'historien François Jarige, avec Jade Lingard, journaliste à Mediapart, et Anne-Claude Ambroise-Rendu, historienne, sur les liens entre mouvements sociaux révolutionnaires et enjeux environnementaux et climatiques, au XVIIIe-XIXe siècle, mais aussi aujourd'hui. Je vous rappelle que les Mercredis des Révolutions, c'est l'université populaire de la Société de 1848, en partenariat avec Mediapart, Politis et Parole d'Histoire, une fois par mois à la mairie du 18e arrondissement à Paris. Les deux séances suivantes n'ont malheureusement pas été enregistrées suite à des problèmes techniques, mais on vous donne rendez-vous mercredi 6 mars, à la mairie du 18e à Paris, entrée libre évidemment, sur le thème iranienne en révolution. Rendez-vous également sur le site Parole d'Histoire ou celui de la Société de 1848 pour en savoir plus. Tout de suite, climat et révolution. Merci et très bonne écoute. Bon, bonjour à tous. Donc merci à vous d'avoir bravé ce que certains présentent comme un froid polaire, ce qui est très exagéré, c'est pas si polaire que ça, pour venir nous rejoindre ce soir. Donc c'est la première séance de, je ne sais pas si vous connaissez le principe et si vous avez suivi fidèlement l'Université populaire de la Société de 48. C'est la 7e édition cette année de l'Université populaire de la Société 48 qui a été donc lancée en 2017 par la Société de 1848, qui est une éminente société savante qui a été créée il y a exactement 120 ans, au début du XXe siècle, par d'éminents républicains radicaux, qui voulait rappeler le souvenir et la mémoire de la Révolution de 48 à une époque où une certaine partie des républicains s'embourgeoisaient et avaient tendance à oublier aussi la mémoire de ces luttes sociales et notamment de ce qu'était la République démocratique et sociale de 1848. C'est ça la généalogie de la société de 48. Et cette société édite aussi une revue qui s'appelle la Revue d'Histoire du 19e siècle. Donc c'est à la fois une société savante qui réunit des historiens intéressés par l'histoire du 19e siècle, mais c'est aussi une société savante qui essaye, et en tout cas qui se pense comme complètement inscrite dans la cité. Et donc la création de cette université populaire avait comme but de mettre l'histoire en débat, de contribuer à faire des liens entre le passé et le présent, de considérer que dans un contexte d'hyperspécialisation croissante du champ académique et des historiens, l'histoire n'était pas seulement quelque chose dans une tour d'ivoire, elle était en permanence en prise avec les enjeux du présent. Et donc le principe de cette université populaire, c'est à chaque fois de mettre en dialogue un historien et un acteur de la société civile. Ça peut être un cinéaste, un journaliste, un scientifique, un homme politique, ça peut être des gens d'horizons très différents, autour d'une thématique, autour d'une question. Donc aujourd'hui, c'est la première séance. Il devait y avoir une séance à l'automne qui a été annulée à cause de différents problèmes. Et donc c'est la première séance de ce cycle annuel qui se poursuivra jusqu'au printemps. Je ne vais pas énoncer tout le programme, mais le programme est très riche puisqu'on va parler le 31 janvier des migrations et des révolutions, donc de la question migratoire. On reviendra ensuite sur la question de l'histoire globale des révolutions, sur la question des révolutions iraniennes, dans le contexte évidemment actuel des révoltes en Iran, et également au mois de mai, une séance sur sport et révolution, dans le contexte de l'euphorie qui accompagne les JO de l'été prochain à Paris. Donc vous voyez, autour des thématiques, il s'agit à chaque fois de croiser à la fois l'histoire des révolutions du 19e siècle au sens large, avec des enjeux du présent, et de considérer que l'histoire résonne évidemment avec le présent, que le présent nous permet de repenser, de relire différemment les événements du passé, mais aussi que pour penser ce qui nous arrive aujourd'hui, on a besoin de s'inscrire dans ces temporalités plus longues. La séance d'aujourd'hui est particulièrement au cœur de ces questions, puisqu'on a décidé de consacrer cette soirée de l'Université populaire à la question du climat, à la question des enjeux environnementaux. On a appelé ça climat et révolution. Donc la diapo là, c'est lutte environnementale et révolution, c'est parce que Anne-Claude n'a pas voulu reprendre exactement le mot du climat, mais le titre officiel c'est climat et révolution, parce qu'évidemment la question climatique aujourd'hui absorbe
les enjeux environnementaux, ça devient la question environnementale la plus obsédante, la plus centrale dans le discours public. Mais derrière la question du climat, on sait à quel point ce qu'on appelle les enjeux environnementaux sont multiples, divers, variés et dépassent la seule question climatique. Et il faudrait d'ailleurs pas que la seule question climatique rende invisible tous les autres problèmes environnementaux qui caractérisent notre présent. Donc on a voulu mettre au cœur de cette soirée la question écologique et comment elle nous amène à réinterroger l'histoire des révolutions, comment la question écologique pose la question de la révolution. Est-ce qu'elle-même est à l'origine ou, disons, potentiellement un nouveau vecteur de mobilisation politique révolutionnaire ? Donc il y a toute une série de liens à faire, de liens à tisser entre cette question de la révolution et cette question du climat, aujourd'hui comme dans le passé, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors paradoxalement, je crois, sans me tromper, que c'est la première fois que l'Université populaire de la Société de 48 met la question écologique au cœur de ses préoccupations. Ce qui craint quand même un tout petit peu si on y réfléchit bien, parce que en 7 ans, c'est la première fois je ne devrais pas nous flageller, mais bon, il était temps que la Société de 48 mette au cœur de ses préoccupations ce sujet qui est quand même, à tout point de vue, au niveau autour des enjeux sociaux et politiques que soulève la question écologique aujourd'hui, tout à fait central. Donc on va réparer un peu cet oubli. Et ça s'inscrit aussi dans le fait qu'il y a une actualité éditoriale, puisque la revue d'histoire du 19e siècle, donc la revue savante, et pas seulement savante, pas seulement académique, la revue donc, qui édite la Société de 48, le dernier numéro qui vient de paraître est consacré à la question de l'environnement, qui s'intitule « Environnement et empire au XIXe siècle », qui est une réflexion sur comment les empires du XIXe siècle ont façonné et ont été façonnés par la question environnementale. Donc je vous invite, on ne peut pas vendre de numéro de revue dans une mairie, donc vous ne pourrez pas en acheter ce soir, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acquérir. Et donc on va parler de ça ce soir, la question du climat et la question écologique au prisme des enjeux de la révolution. Alors ça soulève évidemment toute une série de questions complexes. On va fonctionner comme ça. L'idée, ça va être de dialoguer avec les deux invités de ce soir pendant une petite heure, enfin, une grosse heure, une heure et demie grand maximum. Donc évidemment, les liens entre le climat et la question de la révolution sont extrêmement nombreux. On peut l'aborder de plein de manières. C'est une question aussi qui interroge de plus en plus les historiens eux-mêmes, puisqu'on commence à relire la question de la révolution à l'aune des enjeux écologiques. Juste pour illustrer ça, il y a 2-3 ans, il y a eu un numéro des annales historiques de la Révolution française qui s'intitulait « Révolution et environnement », significativement, et qui proposait d'interroger la Révolution française au prisme des questions environnementales, où on se rend compte que en fait, la question écologique, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque évidemment, est travaillée de part en part durant la période révolutionnaire. Que les questions matérielles, les questions autour du climat, autour de l'évolution des milieux, les enjeux politiques des milieux naturels ne cessent d'être posées. La question des non-humains aussi ne cesse d'être posée durant la dynamique révolutionnaire. Pierre Cernat a sorti un livre il y a peu de temps sur les bêtes en révolution, où il propose de relire la dynamique révolutionnaire au prisme des non-humains. Donc c'est une question qui travaille les historiens, qui amène à réinterroger des choses qu'on pensait bien connaître à nouveau frais. Donc pour discuter de ces vastes sujets et de ces vastes questions, on a la chance d'avoir avec nous, je ne sais pas si 2 spécialistes, enfin en tout cas 2 très bonnes connaisseuses de cette question, qui vont pouvoir nous éclairer, qui vont dialoguer. Je vais essayer de ne pas être trop bavard, donc je me contenterai de poser quelques questions et de leur donner la parole autour de ces sujets. Donc d'abord Anne-Clause Ambroise Rendu, qui est historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, qui est une spécialiste d'histoire environnementale entre autres, et qui a publié dans les dernières années plusieurs ouvrages directement en lien avec ce sujet, notamment une histoire des luttes pour l'environnement, avec Steve Agimon, Charles-François Mathis, et Alexis Vrignon, en 2021, une histoire des luttes pour l'environnement du XVIIIe au XXe siècle. Et puis en 2018, tu avais dirigé un colloque, un livre collectif qui s'appelait « Une histoire des conflits environnementaux, lutte locale, enjeu global ». Donc évidemment, cette question des luttes environnementales, elle est au cœur de notre sujet, de la question des liens entre climat, environnement et dynamique de mobilisation politique et révolutionnaire. À ma gauche,
il y a donc Jade Lingart, qui a accepté aussi notre invitation, qui est journaliste à Mediapart, spécialiste des questions écologiques et environnementales, bien connu, qui a publié de nombreux articles sur l'actualité des luttes écologiques, sur l'actualité de l'environnement, qui a conduit de nombreuses enquêtes sur les questions écologiques contemporaines. Je cite juste 3 livres, c'est peut-être déjà trop, mais j'en cite 3. Donc en 2018, tu as écrit un livre important qui s'appelle « Éloge des mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD ». C'était un collectif, oui. En 2014, tu avais publié avant, là c'est pas un collectif, Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi, qui était une réflexion il y a 10 ans déjà, pionnière sur toute une série d'enjeux je suis là pour dire ça, sur toute une série d'enjeux qui se posent aujourd'hui, et qui était déjà, le diagnostic, disons, était bien posé dès 2014. Et puis tu sors à la fin du mois, il faut le dire aussi, je me souviens plus le titre, Paris 2024, une ville face à la violence olympique. Voilà, donc une enquête sur les JO de Paris de 2024, dans le 93. Donc toute la question des aménagements, des conflits sociaux et des enjeux que ça soulève, qui va être aussi un livre qui tombe à pic dans l'actualité de l'année 2024. Donc voilà, tu es, on peut le dire, une journaliste engagée sur les questions environnementales et qui porte une attention particulière aux mobilisations sociales, aux mobilisations collectives, et qui considère l'écologie non pas comme un truc technocratique qui vient d'en haut, mais qui est pris dans les rapports de force sociopolitiques. Donc c'est en lien direct avec le projet de la Société de 48 et de cette soirée. Bon, donc voilà, après cette présentation déjà trop longue, je vais commencer par une première question, peut-être à Anne-Claude, sur la question, peut-être, il peut être pertinent de revenir pour commencer sur un retour historique un peu plus précis, sur les liens qu'on peut faire dans les travaux des historiens, dans la façon dont les historiens ont pensé la Révolution et la question du climat. Est-ce que c'est une question pertinente de poser, c'était le titre de la soirée de ce soir, Révolution et climat. Quels sont les liens entre ces deux phénomènes qui, a priori, n'ont aucune relation? Alors, est-ce qu'il y en a entre la question de la révolution, telle que la posent les historiens, et la question du climat, telle qu'elle est au cœur de l'actualité aujourd'hui? Merci. Merci pour cette question. Et avant d'y répondre, je veux juste signaler que pour avoir travaillé sur les luttes environnementales, je ne suis pas pour autant une spécialiste des révolutions, donc je parle sous l'autorité, de ceux qui éventuellement m'apporteront la contradiction. Et on voit d'ailleurs que j'ai résisté à ce qui était le titre de la soirée. Alors, pour essayer de répondre rapidement, puisque j'ai 5 minutes, paraît-il, pour répondre à cette vaste question, je peux aller jusqu'à 6. J'évoquerai plusieurs choses. La première, c'est qu'évidemment, il est toujours difficile de caractériser comme environnemental ou écologique, tu as utilisé le mot, des dimensions qui ne sont pas désignées comme telles historiquement. Donc, c'est la première difficulté qui se pose à l'historien. Pour autant, ça ne l'empêche pas, et toute une historiographie récente l'a montré, d'aller chercher, au fond, de relire l'histoire ou de refaire l'histoire à nouveau frais, l'histoire des révolutions, en allant chercher des signes de l'enracinement de ces révolutions dans une réalité climatique, matériel, parce que effectivement, alors on a été, ce que je disais à l'instant à François, biberonné, nous, notre génération et les précédentes, à l'idée qu'il fallait pas faire de déterminisme, que bien sûr les révolutions avaient bien d'autres origines que des origines matérielles matérielles, et donc éventuellement climatiques. Et pour autant, c'est oublier un peu que les individus ont un corps, que nous avons un corps et que nous sommes tributaires de ces réalités matérielles. Alors pour le dire rapidement, je dirais que pour ce qui concerne la Révolution française, la Révolution de 89, on peut distinguer des enjeux climatiques à 2 niveaux, en amont d'abord et puis ensuite en aval, parce que je suis obligée d'aller vite. Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, dans Les Révoltes du ciel, le disent d'emblée, la Révolution française fut aussi une révolution climatique.
les enjeux, les alertes sur le climat, qui étaient jusqu'alors formulées par des naturalistes, deviennent, avec la Révolution, un enjeu politique. C'est lié évidemment à une mauvaise météo, une série de mauvaises années. Alors, voilà, météo, climatique, là je suis un peu hésitante sur l'usage des termes. Bref, une série de mauvaises années qui entraîne des pénuries, des émeutes frumentaires. Alors, évidemment, n'importe quel historien dira cette expérience des limites naturelles, elle est habituelle. Sous l'Ancien Régime, on a l'habitude, d'une certaine façon, de ces contraintes matérielles. Elle n'explique pas tout peut-être, mais sans doute la succession et l'aggravation d'un certain nombre de conditions, la succession de ces catastrophes et l'aggravation de certain nombre de ces conditions explique un certain nombre de choses. Je ne reviens pas sur le grand hiver de 1788-89, sur le fait qu'il y a eu 86 jours de gel à Paris, le prix du pain double, etc. Et tout ceci, c'est des choses qu'on retrouve dans les cahiers de doléances, de la même façon d'ailleurs que on retrouve des dénonciations de l'administration des eaux et forêts, oui, puisque les forêts sont devenues, et vont devenir encore plus avec la Révolution, un enjeu. En aval de la Révolution, c'est que, on peut dire très rapidement, et c'est de manière très schématique, le triomphe des principes libéraux introduit une nouvelle idéologie de la propriété privée, le Code civil, donc ça va même au-delà de la Révolution, et ça transforme les rapports sociaux. Et on a reproché les contre-révolutionnaires, mais pas simplement, on reprochait aussi à la Révolution d'avoir, au fond, mis la nature française au bord du gouffre. Alors, la Révolution se veut d'un côté la régénératrice du territoire, et en même temps on lui reproche un certain nombre de mesures, je pense à la guerre aux étangs en particulier, qui a été entreprise, donc une politique d'assèchement qui a été entreprise au nom de la lutte contre les disettes, mais qui évidemment a un impact écologique, même si encore une fois on n'utilise pas le terme, assez sensible. On peut dire quelque chose d'assez proche pour la Révolution de 48, qui puise un certain nombre de ses racines dans les crises météo des années 46-47. Et c'est important de se représenter ça, parce qu'on est dans une France en 48 qui est peuplée à 75% de ruraux. Donc une France de gens qui sont au contact quotidien avec la réalité climatique et avec la nature, terme auquel je mets évidemment beaucoup de guillemets. Donc je ne reviens pas non plus sur le détail de cette crise frumentaire, mais elle appelle à interroger et à être analysée à l'échelle du territoire. Jacques Godechaux appelait déjà en 1954 à analyser la Révolution de 48 et la crise qui l'a précédée à l'échelle de la région naturelle, et il avait d'ailleurs produit une étude sur le Sud-Ouest en montrant comment une série exceptionnelle de catastrophes météorologiques avait affecté les plus pauvres, et qu'elle avait suscité un certain nombre de troubles à Montauban, à Toulouse, etc. Et que du coup, l'annonce de la Révolution de 48 avait suscité un certain enthousiasme dans la région, et même avait suscité dans certains coins de la région, comme dans les Pyrénées, une prise d'armes des habitants contre les riches, contre le fisc, contre les agents de l'État oppresseurs. Je ne reviens pas, j'use beaucoup de la prétérition, vous me pardonnerez. Maurice Agulon disait évidemment aussi, mais ça n'a pas de rapport avec le climat, donc je ne m'étendrai pas, que les atteintes portées au droit d'usage des forêts avaient été fondamentales dans les conflits
Agulon dit d'ailleurs à propos des paysans de Balzac, c'est la lutte des classes à l'état pur. Voilà. Alors si je peux dire encore une chose qui n'est pas vraiment, bref, donc il faut interroger disons le potentiel révolutionnaire de cette question pour venir à la fin du 19e siècle. Et pour indiquer, alors c'est pas une question climatique, encore en tout cas pas directement, mais on voit bien que les accidents industriels et miniers qui se multiplient à la fin du 19e siècle à la faveur ou à cause de l'industrialisation de la France va aussi susciter des luttes d'un genre nouveau. Et l'exemple que je voudrais vous montrer, c'est celui qui concerne la catastrophe de Courrières, catastrophe minière de Courrières qui est bien connue, 1906. Une catastrophe énorme, un coup de grisou, donc dans les mines, qui dévaste 110 km de galeries. Et qui fait à peu près 1100 morts. Et ce qui m'a intéressé dans cette catastrophe, c'est que dans le matin, au lendemain de la catastrophe, un ingénieur explique que le progrès, qui d'habitude évite une grande part des accidents, est également responsable du bilan de la catastrophe, puisque auparavant les puits étaient isolés, ne communiquaient pas, que grâce au progrès, ils communiquent désormais. Et que du coup, le coup de grisou a pu se répandre de galerie en galerie. Et il écrit ceci: si le progrès fait faillite, quelles mesures devons-nous prendre pour l'avenir? Je reste particulièrement perplexe et angoissé. Or, les mines de Courrières avaient la réputation d'être les mines les plus sûres du monde. Je reste là. Merci beaucoup pour ce premier sorte de panorama global des enjeux. Quand tu dis que Maurice Agulon parlait des forêts et que ça n'a pas de lien avec le climat, en fait, ça a beaucoup de lien. Oui, c'est vrai. Ça a beaucoup de lien avec le climat, puisqu'au XIXe siècle, le problème des forêts est le problème climatique. C'est comme ça. Il n'est pas lié à la question du CO2 au XIXe, il est lié aux forêts. C'est la déforestation qui est accusée de dérégler le climat. Mais comme il parlait de droits d'usage, bon, c'est moins directement. Mais c'est intéressant de voir aussi comment ce qu'on appelle les questions environnementales se redéfinissent en permanence. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une absorption par la question du climat. Et quand on parle de la question du climat, en fait, on parle de la question du CO2 et des émissions de CO2. Quand on parlait du climat au XVIIIe ou au XIXe, on ne parlait pas tout à fait des mêmes choses. Alors, moi, j'ai envie, du coup, de me tourner vers Jade pour poser une question sur, pour faire le lien peut-être avec ce qu'a dit Anne-Claude sur les révolutions du XIXe siècle. Est-ce qu'on peut dire que les dynamiques révolutionnaires qui ont fleuri aussi au début du XXIe siècle ont une dimension climatique ? Tu t'attendais peut-être pas à ce que je te pose cette question. Tout est possible. Tout est possible. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette discussion sur ce sujet qui est compliqué, mais moi, alors avec un prisme de journaliste. Alors évidemment, j'espère que je vais pas faire hérisser les cheveux sur la tête des historiennes et historiens qui sont dans cette salle par mes raccourcis spectaculaires, historiques et terminologiques. Mais je dirais, alors peut-être que je vais répondre à ta question, mais peut-être que je fais un petit détour, si tu m'y autorises, François, peut-être par les exemples français, je dirais avec lesquels je suis plus familière, mais j'essaierai d'atterrir sur ce que tu m'as demandé, sur la dimension environnementale des dynamiques révolutionnaires du début du 21e. Mais je le prendrai dans l'autre sens en disant d'abord que c'est quand même hyper frappant de voir à quel point des imaginaires révolutionnaires habitent, nourrissent, agitent les mouvements climatiques radicaux et écologistes en France depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une présence, moi je trouve, qui clignote, quoi, quelque part, de cet horizon révolutionnaire. Si on regarde évidemment les mouvements autour des soulèvements de la Terre, mais pour moi aussi, c'est beaucoup ce qui s'est joué et ce qui se joue encore autour des formes ZAD, des formes d'occupation. On a quand même, depuis plusieurs années, venant directement du mouvement climat, un mouvement venu d'Angleterre qui s'appelle Extinction Rebellion. Donc, on a autour des soulèvements de la Terre et autour des ZAD, notamment Notre-Dame-des-Landes, tout un imaginaire de la commune
qui est réactivé par ces pratiques et expériences et pratiques de résistance politique. Donc, effectivement, c'est quand même hyper présent. Et en même temps, ce qui est paradoxal et intéressant pour nous, je pense, ce soir, c'est qu'en même temps, le mot révolution est pas tellement convoqué. Ou alors il est convoqué en deuxième temps, en second rideau. Là, je reprenais là juste avant de venir le petit bouquin qu'ont publié les Soulèvements de la Terre l'année dernière, l'abécédaire, que vous aviez peut-être vu. Il n'y a pas le mot révolution dedans. Alors, ils sont en train de préparer un autre livre qui va sortir à la Fabrique au printemps, qui sera davantage justement un travail sur les imaginaires politiques et les propositions politiques qu'ils portent, donc à voir comment c'est traité. Donc on ne dissout pas un soulèvement, c'est le livre qui était donc là aussi un livre collectif qui était sorti l'année dernière au moment où les soulèvements de la Terre étaient menacés de dissolution par le ministère de l'Intérieur, dissolution qui a été décidée par le ministère de l'Intérieur, puis retoquée, arrêtée, censurée par le Conseil d'État. Pour celles et ceux qui n'avaient pas tout suivi. Donc bref, moi je trouve que c'est hyper présent et c'est intéressant parce que c'est à la fois... moi j'ai l'impression de voir ça depuis peut-être la quinzaine d'années que je suis de manière plus attentive les mouvements et les luttes écologistes en France, pour reprendre les terminologies qu'on utilisait tout à l'heure, les luttes environnementales. Donc c'est des luttes, mais avec... voilà, ça me semble hyper présent. Et en même temps, c'est ce qui est paradoxal et intéressant, c'est qu'il y a un peu des allées-venues et des allers-retours, dans le sens où moi, quand j'ai commencé à travailler sur le climat à Mediapart, donc en 2007, enfin en 2008 plutôt, 2008-2009, c'était juste après, mini historique sur le climat et politisation du climat. Mais en très raccourci, on pourra en discuter un peu après, mais c'est une chose qui m'a frappée, c'est que 2008-2009, on est juste après le rapport du GIEC de 2007, qui a été peut-être le premier rapport du GIEC très médiatisé. Il y a un cumul d'événements qui médiatisent la question du changement climatique à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a ce rapport du GIEC. À l'époque, il y a un film qui avait été tourné par Al Gore, l'ancien vice-président états-unien. Et en France, il y avait un film de Nicolas Hulot, puis une sorte de montée un peu politique autour de Nicolas Hulot. Bref, on a un moment un peu climat. Et pourquoi je le rappelle là? Parce que à ce moment-là, je me souviens vraiment de plein de gens, que ce soit des chercheurs, que ce soit des militantes et militants, et notamment dans l'espace anglo-saxon, autour des mouvements qui commençaient à se dire de climate justice, donc de justice climatique, qui disaient, nous, on parle de climat et plus d'environnement, parce que quand on parle de climat, on parle de capitalisme. On parle d'économie, et donc le climat, c'était utilisé comme une terminologie systémique. C'est-à-dire, c'était pas juste le CO2, c'est-à-dire évidemment le CO2 était l'alerte, le point d'entrée, le réchauffement climatique à cause des émissions de CO2, mais en fait, climat, est arrivé dans ce moment-là comme un terme hyper politique. Et parce que systémique. Et donc il y avait ce slogan qui avait été notamment beaucoup utilisé au moment d'un sommet sur le climat qui a échoué, mais peu importe, à Copenhague en 2009, qui était System Change, not Climate Change. Il faut changer le système et pas le climat. Et après, c'est un slogan qui a beaucoup été repris. Et pourquoi je dis aller-retour, c'est que comme à partir du moment des Fridays for Future, le mouvement lancé autour de Greta Thunberg, les grèves pour le climat. Donc là, de mémoire, on doit être vers peut-être 2018, j'ai pas revu les dates. Bon, il y a peut-être 5-6 ans, peut-être un tout petit peu plus. Fridays for Future, les premières grèves pour le climat, et derrière ces manifs très massives climat. Donc à ce moment-là, on parle, et on voit beaucoup de jeunes qui sortent dans la rue, des lycéens, des lycéennes, et on parle de génération climat, avec toutes les facilités médiatiques qui vont avec, mais bon, pour juste que vous vous repériez dans le temps. Et à ce moment-là, en fait, la notion de climat, me semble-t-il, se dépolitise énormément. Et je dis ça parce que j'ai le souvenir d'une discussion avec une amie jeune activiste qui un jour qu'on discutait comme ça un peu à bâton rompu, mais me dit non, mais par ailleurs, pourquoi est-ce que tu parles encore de climat? C'est vraiment pour elle, c'était le signe d'une dépolitisation. Elle me dit non, on parle d'écocide, on parle d'écosystème et on parle d'écologie.
Et pour elle, écologie, à ce moment-là, donc il y a en fin de ce moment un peu de manif massive, écologie, c'était une manière de repolitiser climat. Donc tout ça pour dire que il y a toutes les interrogations sur ça veut dire quoi une révolution ? Ce serait quoi faire une révolution et encore plus réussir une révolution ? Mais et toutes les interrogations sur climat, lutte climatique, lutte environnementale. Enfin, on voit bien, il y a là beaucoup d'hésitations dans ce sens-là. Mais en même temps, ça travaille très vite en fait. Mais il y a cette discussion-là n'empêche pas que il y a à la fois cet imaginaire révolutionnaire, mais je veux m'arrêter à ce qu'on en parlera, je pense, après. Et je pense par ailleurs des expériences qui ont des caractères révolutionnaires, et notamment par le lien entre intime et collectif. Mais peut-être je m'arrête là et puis on rediscute après. Enfin, je te redonne la parole, François. Et juste donc, et ce que tu me demandais au début, la présence de l'écologie ou des enjeux environnementaux, écologiques, climatiques dans les mouvements révolutionnaires du début du XXIe siècle. Moi, j'en suis pas du tout spécialiste, mais comme tout le monde, j'ai lu et entendu ce qu'ils disaient sur la révolution arabe et les liens entre le rapport, évidemment, la question du prix des denrées alimentaires, enfin la question de la subsistance. Donc si on étend le climat à la question de la subsistance, quand même on arrive tout de suite à comment se nourrir et pourquoi est-ce que le prix du pain et de la nourriture en Tunisie était devenu si inabordable et le désespoir de toute une jeunesse sans moyens. Mais en fait, ce qu'on entend aussi aujourd'hui sur la révolution en Iran, et le lien comment dire la mobilisation militante révolutionnaire, en tout cas militante, contestataire très forte chez une partie de cette jeunesse, et liée notamment aux ravages causés par les barrages. Et là je ne fais que répéter ce que j'ai entendu de la part de personnes qui connaissent beaucoup mieux que moi, mais ça m'a frappé de me dire oui, c'est évidemment la question. La liberté des femmes, le rapport au voile, ne plus supporter cette dictature sur des mollahs religieuses et cet autoritarisme religieux sur le corps des femmes. Mais manifestement, il y a aussi beaucoup cette question de vouloir aussi résister contre la destruction de ces milieux de vie. Et là, en fait, si on regarde les révolutions arabes, ce qui s'est passé il y a quelques années en Turquie, les mobilisations autour du parc Gezi, ça c'est plutôt au moment de 2010-2011 dans ces eaux-là, si je me trompe pas. Voilà, en fait, bref, pour conclure, parce que il me semble qu'à partir du moment où on commence à tirer ce fil, en fait, cette question environnementale ou écologique, on la voit transparaître quand même assez fortement. Bon, là, je dis un peu une banalité. Mais non, c'est pas une banalité, parce que c'est flagrant de voir la concordance des temps entre ce que les historiens disent des révolutions du 19e siècle, avec ces liens entre la destruction des milieux de vie, les accidents, les catastrophes climatiques qui créent des tensions sociales, et ce qui se vit dans plein de régions du monde dans les dynamiques révolutionnaires contemporaines, quoi. Tu voulais rebondir là-dessus, peut-être, Anne-Claude ? Non, juste pour confirmer, il n'y a rien à confirmer, mais effectivement, on voit bien dans le cas de l'Égypte où les révoltes frumentaires ont été, dès les années 70, ont eu une charge révolutionnaire importante, puis ça a été reconduit dans les années 2000, et puis jusqu'à plus récemment. Et évidemment, cette question frumentaire, elle est liée à la question climatique. Elle est dépendante de la question climatique, particulièrement dans des pays qui souffrent d'aridité. Donc, je voulais revenir aussi sur la question de l'urgence climatique, parce que ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, parce que pour la première fois, me semble-t-il, mais peut-être on me donnera tort, on voit surgir dans l'espace public la qualification d'urgence. Il y a une urgence climatique qui n'est pas localisée, qui est globale, qui est mondiale. Et au moment où surgit l'expression, c'est-à-dire vers 2006 en réalité, mais on va voir que ça reboucle, elle fait l'effet d'un choc, il me semble. Et puis, cette expression urgence climatique a été appropriée par les médias, appropriée par les collectifs et notamment Extinction Rébellion. Et elle a été si bien appropriée, elle est si bien rentrée dans le discours commun que, effectivement, on peut s'interroger sur la dépolitisation qui en a suivi. Il y a une espèce de banalisation
du terme urgence climatique. Aujourd'hui, on parle d'urgence climatique. Ça fait donc, si je compte bien, ça fait pas loin de 20 ans qu'on parle d'urgence climatique. Et voilà, on en parle. Alors que ça provoquait une espèce de choc, d'émotion au début. Aujourd'hui, ça n'a plus l'air d'émouvoir grand monde, sauf évidemment les activistes et les militants. Oui, justement, je voudrais qu'on revienne, mais on va y revenir un peu après, sur la question de la révolution dans les dynamiques militantes et environnementales contemporaines. Je pense que c'est un point assez important. Mais avant de faire ça, donc de revenir au présent, j'essaye de faire cette espèce d'aller-retour entre le passé et le présent. Peut-être, je pense que ça peut être utile de revenir sur ce qu'on appelle les luttes environnementales, sur leur histoire. Dans quelle mesure, donc déjà peut-être une brève définition de ce qu'est une lutte environnementale. Et est-ce que, alors après il y a toute une question de terminologie, de langage. La révolution, les historiens connaissent bien ces questions. C'est pas une rébellion, c'est pas une insurrection. Il y a tout un nouveau lexique qui émerge aussi aujourd'hui dans les luttes environnementales. Par exemple, la notion de soulèvement qui a été projetée au cœur de l'actualité pour ne pas parler de révolution. Donc c'est intéressant aussi, ça nous interroge sur la place de l'imaginaire révolutionnaire aujourd'hui et donc quelle est la différence entre un soulèvement et une révolution. Bon, et j'aimerais savoir quelle est disons la part. Donc, on a vu qu'il y avait des dimensions climatiques et environnementales dans ce qu'on appelle les révolutions politiques du 19e siècle. Et est-ce que ce qu'on appelle les luttes environnementales étaient porteurs d'une dimension révolutionnaire ou pas du tout? Est-ce que tu peux revenir peut-être sur quelques exemples historiques de grandes luttes environnementales? Et qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Plusieurs choses. D'abord, j'ai oublié, parce que je suis bombardée d'informations, de signaler, quand j'ai parlé de Courrières, que le 14 mars, le jour où tombe le bilan définitif des morts de Courrières, il y a une grande grève, une grande manifestation, et au cri de « Vive la Révolution ». Bon, c'est peut-être la chose importante à dire. Alors, pour répondre à ta question sur les luttes, comme tout le monde, je suis allée regarder le dictionnaire. Le Larousse donne 4 définitions du terme lutte. La première définition concerne le sport. La deuxième dit ceci: c'est un affrontement, un combat entre des personnes, des groupes, chacun s'efforçant d'assurer sa domination, de faire triompher sa cause. Lutte politique. On n'est pas si loin de la définition possible d'une révolution. La troisième définition, ensemble des actions menées pour obtenir quelque chose, pour défendre une cause. Lutte pour la liberté, lutte syndicale. Synonyme, action, bataille, combat. Et puis, dernière définition, ensemble des actions menées pour vaincre un mal. Le Robert donne les mêmes définitions, et puis avec d'autres synonymes, donc compétition. Ce qui est intéressant. Et il me semble que les luttes environnementales ressortissent de ces 3 définitions. Pierre Charbonnier, dans Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées, dit ceci: le pacte noué au XVIIIe siècle entre croissance et démocratie repose sur un implicite qui est la maîtrise de la nature comme ressource illimitée, soit précisément ce que remet en question le bouleversement des équilibres écologiques et climatiques de la Terre. Et c'est ce qui est perçu. Donc, ce pacte entre démocratie et croissance, il est remis en question, il est rompu par le changement climatique, et c'est ce qui permet peut-être d'envisager un nouvel horizon un nouvel horizon à l'idéal d'émancipation politique. L'autre chose que je voulais dire, c'est que bien sûr, alors ce que dit Pierre Charbonnier, c'est que pour parvenir à cet horizon, il faut prendre en charge l'héritage du socialisme du XIXe siècle et la capacité qu'il a eue de réagir au grand choc géoécologique de l'industrialisation. L'autre chose que je voulais dire, c'est que il faut admettre que le conflit est un élément constitutif de toute société et que le conflit, la notion de conflit, qui n'est pas exactement la même chose que la notion de lutte, est rajeunie avec la question des luttes environnementales par le bon vieux concept de lutte des classes, mais qui
doit aboutir à un projet politique qui n'est pas la dictature du prolétariat, qui n'est pas une société sans classe, mais une société qui réorganise intégralement ses rapports avec le monde des autres vivants et des non-vivants aussi d'ailleurs, pour recomposer une humanité vivable et harmonieuse. D'ailleurs, un certain nombre de penseurs, je pense, mais je ne développerai pas, à des penseurs comme Rudolf Barrow en RDA dans les années 70, ont théorisé cette conception du rapport à la Terre et à l'environnement. Mais pour revenir au 19e siècle, parce que c'est ça que tu veux que je fasse, que je parle un petit peu. J'évoquerai, bon, il y a des tas d'exemples qui pourraient être évoqués, mais j'en évoquerai deux. Enfin, un au 19e siècle, un au 20e siècle. Le premier exemple que je voulais évoquer, c'est celui des mines de cuivre de Dashio au Japon, pour nous déplacer un petit peu, en 1898, dont on peut se demander en première analyse si c'est pas juste une lutte sociale. Et là, alors, qu'est-ce que c'est que ce sont des mines de cuivre, donc dans une petite ville des montagnes à une centaine de kilomètres de Tokyo. C'est une des plus importantes de la fin du 19e siècle, et elle est évidemment à l'origine d'une pollution très importante. Pollution très importante, et ce qu'elle met en jeu aussi, ce sont les conditions d'exploitation des mineurs qui travaillent dans ces mines. Alors, elle est ancienne, cette mine, mais ce qui change, et c'est souvent le cas à la fin du 19e siècle, c'est que ce qui change, c'est l'intensification de l'exploitation, consécutive à l'entrée du Japon dans l'ère Meiji. Et cette intensification a des conséquences très lourdes sur le plan environnemental et sanitaire. Donc, des produits toxiques, des métaux lourds se diffusent dans l'ensemble du bassin versant d'Ashio. Les rivières sont polluées, l'atmosphère est polluée avec de l'anhydride sulfureux, et ce qui affecte la végétation, les sols sont du coup lessivés, les risques d'inondation s'en trouvent accrus. Bref, plus de 100 000 hectares sont touchés par une pollution qui est toujours présente aujourd'hui. Donc, dès la fin des années 80, la protestation émerge, qui rassemble d'abord des paysans qui sont inquiets pour leur santé, inquiets aussi en voyant se dégrader leurs moyens de subsistance. Puis, au début des années 1890, ils commencent à s'organiser en forum pour le sauvetage d'Ashio. Alors, cette mobilisation a été très longue, elle a duré plus d'une trentaine d'années. Ces paysans sont bientôt soutenus par un député de la région, Shozo Tanaka, qui essaye d'intervenir auprès du gouvernement, qui lance des appels aux élites traditionnelles, à la diète. Sauf que le propriétaire de la mine est soutenu par l'État, parce que comment renoncer à cette exploitation minière dans un pays qui s'ouvre juste à l'industrialisation et qui voit dans cette exploitation minière évidemment la source de sa prospérité. Donc je reviens pas sur le détail des marches, des contre-marches, des manifestations qui vont donc mélanger des ouvriers, des paysans et des élites locales, locales et non locales d'ailleurs. Donc on pourrait parler, Maurice Agulon aurait parlé, je crois, de lutte unanimiste pour évoquer cette affaire d'Ashio. Les journalistes sont d'ailleurs aussi impliqués. Le Tanaka dont je parlais décide même puisqu'il se heurte à des fins de non-recevoir, de profiter d'une sortie de l'empereur pour s'adresser directement à lui en se disant je serai évidemment arrêté pour violation de l'étiquette, je serai même peut-être blessé, peut-être même tué, mais ça permettra de donner de la visibilité à cette protestation.
Ça ne se passe pas comme ça, et l'affaire Dachio s'achève sans qu'il n'y ait aucune régulation des activités minières, ce qui était vraiment l'objectif premier des protestataires. Donc c'est un échec au début du XXe siècle, et puis la lutte est comme balayée par la guerre russo-japonaise après 1905. Voilà, ça c'était le premier exemple que je voulais évoquer. Le deuxième exemple, si tu m'y autorises, ça serait Plogoff. Alors bon, je présente Plogoff comme un exemple de lutte réussie. Ce qu'on pourrait elle est réussie évidemment dans une certaine mesure. Alors ça rappelle peut-être quelque chose à un certain nombre d'entre vous. Un projet de centrale nucléaire, donc on est dans le cadre du grand projet d'équipement de la France en matière de nucléaire, et on cherche dès les années 70 donc des lieux d'implantation, des sites pour ces centrales nucléaires, et ce qui est choisi, c'est l'extrémité ouest de la Bretagne, à proximité de la pointe du Raz et de la baie des Trépassés. D'abord, c'est la publication des sites bretons qui sont susceptibles d'accueillir une centrale nucléaire qui entraîne la première mobilisation. Et puis la deuxième étape, c'est l'arrivée des géologues. Quand les géologues arrivent et commencent à faire des forages, à faire des sondages dans le sol, il faut toujours se méfier. Évidemment, ils disent à la population mais qu'est-ce que vous faites? La population du village de Plogoff, mais rien du tout, ce sont des thèses, ne vous occupez pas. Et ne vous préoccupez pas. Et puis, dès le 9 juin 1976, les premiers barrages sont édifiés et un comité de défense voit le jour pour lutter, pour protester contre ce projet d'implantation. Ce qui est remarquable, c'est que ce comité, il est présidé par le maire, qui s'appelle Jean-Marie Carlock, qui d'ailleurs était pas content quand la ZAD Notre-Dame-des-Landes a pris à un moment le nom de comité Plogoff. Et Jean-Marie Carlock a dit non, Plogoff c'est nous, c'est rien que nous, et donc c'est en quelque sorte un nom déposé. Fin 78, EDF arrête son choix sur Plogoff, et là la lutte commence vraiment. D'abord, le maire refuse d'accueillir les commissaires chargés de l'enquête d'utilité publique, en disant bon, c'est bien comment ça se finit les enquêtes d'utilité publique, il n'a pas tort d'ailleurs. Et puis les manifestations donc se déroulent. Évidemment, alors 50, puis 150 000 manifestants. Pourquoi? Parce que en réalité, les protestataires viennent de partout, hein, et que cette lutte contre cette mobilisation contre un projet d'implantation de centrales nucléaires se déploie, se généralise à une protestation plus générale contre le programme nucléaire et l'État nucléaire. C'était exactement le cas aussi à Malville quelques années plus tôt. Manifestation, affrontement avec les forces de l'ordre. Je reviendrai sur le film. J'aime beaucoup l'image de ce monsieur qui passe à côté de tout ce qui a été détruit au moment de ces affrontements et qui est un peu solitaire dans cette dévastation. Des échauffourées, des blessés, des poursuites judiciaires, un procès, le procès des 9 Bretons, ainsi que les qualifie la presse locale. Et puis, finalement, on le sait, le projet est abandonné. Je me suis posé la question, mon hypothèse, c'est que au fond, à Plogoff, la protestation a été très largement soutenue par la presse locale d'abord, puisqu'elle se faisait aussi au nom de « nous ne sommes pas un territoire de colonisation, hein, et nous ne fournirons pas de l'électricité au pouvoir central ». Et donc peut-être ce soutien assez massif, alors que c'était pas du tout le cas à Malville, ce soutien assez massif apporté à cette lutte, soutien des médias, hein, qui a été une lutte qui a été extrêmement relayée, qui peut expliquer que François Mitterrand, fraîchement élu, ait renoncé au projet. Et puis il y a évidemment aussi, puisqu'on parle de médiatisation, hein, ce film de documentaire de Nicole et Félix Le Garec, Plogoff, des pierres contre des fusils. Alors,
qui emprunte aussi à une symbolique et à un discours, à des représentations révolutionnaires, hein, et qui a eu pas mal de succès, qui continue d'en avoir, hein, qui est un classique, qui témoigne de ce désir d'autonomie locale contre l'appareil d'État. Il me semble qu'il y a là-dedans comme une puissance révolutionnaire. Merci beaucoup pour ces rappels importants. Si je peux me permettre un petit mot pour les 19e-istes, je pense que c'est important de se souvenir que finalement pendant très longtemps on ne considérait pas qu'il y avait vraiment de lutte environnementale au 19e siècle et que depuis que l'histoire environnementale s'est développée, on en trouve partout, des conflits environnementaux. Et on ouvre les cartons d'archives et on voit des luttes contre telle usine, contre telle installation, contre tel équipement. Et je voudrais juste citer un autre exemple rapidement qui a donné lieu à un livre récent dans un autre espace géographique, hein, c'est l'insurrection de Huelva en Espagne, en Andalousie, contre l'usine britannique Rio Tinto. Gérard Sastianiare, un historien spécialiste de l'industrie minière, a sorti un livre très intéressant récemment qui s'appelle « De fumée et de sang » sur une révolte associant des paysans et des ouvriers, des anarchistes espagnols contre les fumées toxiques de ces usines de cuivre, enfin de ces usines, pardon, de ces mines de cuivre qui aboutissaient à des ravages environnementaux. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que la répression a été terrible, près de 200 morts parmi les insurgés, et que c'est l'une des grandes révoltes ouvrières du 19e siècle qui a été oubliée. Et 200 morts, c'est l'une des plus grandes répressions d'un mouvement social du 19e siècle. Voilà, Rio Tinto, 1888. Et donc le livre récent de Chastagnare est important, je crois, pour les 19e-istes, d'autant plus que Chastagnare a fait toute sa carrière sur l'histoire des mines au 19e siècle, et il écrit ce livre à la retraite, si je peux me permettre, et il explique dans l'introduction qu'il a écrit pendant toute sa carrière sur l'histoire des mines espagnoles au 19e siècle, et il se rend compte, finalement, presque à la fin de sa carrière, qu'il savait, il connaissait cet événement, mais il ne l'avait jamais étudié. C'était une sorte d'impensé ou de quelque chose qui était resté invisible. Et donc il a voulu réparer cet oubli dans ce livre de fumée et de sang, hein, sur la révolte de Rio Tinto. Non, je répondais juste pour rappeler quelque chose d'une espèce de fondement de la méthode historique. On ne trouve des réponses qu'aux questions qu'on se pose, hein. Et c'est le renouvellement du questionnaire qui permet l'émergence de cette histoire environnementale. Alors, Chad, justement, peut-être qu'on peut revenir à partir de là sur les luttes environnementales du présent, qui se multiplient. Donc peut-être revenir sur les soulèvements de la Terre que tu as évoqué dans ta première réponse, sur lesquels il faut peut-être revenir, parce que c'est un mouvement assez fascinant, qui a émergé, qui a été dénoncé comme écoterroriste, qui a été dénoncé comme une menace centrale par le gouvernement, à l'égard duquel on a attribué tout ce qu'on trouve dans l'histoire, hein, pour disqualifier des mouvements ou des dynamiques de lutte sociopolitique et des dynamiques révolutionnaires. Hein. Toutes les stratégies de disqualification ont été employées. Donc, et ce qui est fascinant, c'est que dans ce mouvement, il y a un imaginaire révolutionnaire, il y a un imaginaire de la barricade, il y a un imaginaire de l'insurrection qui rejoue même en partie le 19e, tu as évoqué la Commune, et en même temps avec une sorte de refus de la Révolution. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Oui, c'est évidemment c'est par rapport aux deux mots là qu'on essaie de faire résonner ensemble, climat et révolution. Évidemment, c'est l'exemple le plus fort et le plus excitant quelque part, et en même temps encore en train de se produire. Donc c'est à mon avis pas encore du tout décidé la forme que ça a, les soulèvements de la Terre, ce que ça va donner. Peut-être qu'il faut rappeler en deux mots ce que c'est, quand ça naît, quel lien avec la ZAD et l'évolution des répertoires d'action. Tout à fait. Donc les soulèvements de la Terre, eux disent beaucoup, justement, on n'est pas un mouvement, on a un soulèvement, donc c'est une agrégation. Il y a peut-être des personnes d'ailleurs dans cette salle qui en font partie et qui expliqueront très bien tout à l'heure par elles-mêmes de quoi on parle. Mais pour résumer en quelques mots de quoi on parle quand on parle des soulèvements de la Terre, c'est un ensemble de collectifs, une réunion, une composition, comme on dit souvent, depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et depuis ces mouvements, une composition de collectifs, mouvements, associations, syndicats, qui s'est constitué il y a un peu plus de 2 ans, même maintenant en 2024, quasiment 3 ans. 3 ans aujourd'hui, et qui avait la particularité initialement, et je pense que c'est important de le rappeler à ce moment de la discussion, de réunir des personnes qui vivaient, habitaient et luttaient sur la ZAD Notre-Dame-des-Landes, donc historiquement contre un aéroport, des mouvements paysans, de défense de terres paysannes et des jeunes venus du mouvement climat.
Alors évidemment, c'est essentialisant jeunes venus du mouvement climat, mais c'est pour dire que ça réunissait des personnes de générations différentes et aussi de lieux de vie différents, entre des personnes plutôt vivant en ville et actives en ville, et des personnes paysannes, paysans, impliqués dans des formes de vie en ruralité, collectif ou pas. Donc initialement, les soulèvements de la Terre, ce qui est très intéressant et pour moi d'emblée lié à la question révolutionnaire, c'est que c'est un ensemble de personnes qui posent un constat qui est celui de comment on pourrait dire ça, la conquête des terres agricoles par le modèle, par la destruction du monde paysan et agricole par le productivisme de la FNSEA, donc du syndicat agricole majoritaire, et qui part d'un constat qui est celui que dans les 10 ans qui viennent, énormément de paysans et paysannes vont partir à la retraite, que donc beaucoup de fonciers agricoles, de terres agricoles, de fermes vont se retrouver sans travailleurs et travailleuses, et qui partent du constat qu'il faut reprendre ces terres. Donc les soulèvements de la Terre, aujourd'hui, dans ce qui a suivi, les soulèvements de la Terre se sont impliqués dans toute une série de luttes locales, mais ces luttes s'articulent toujours, et il me semble que c'est très important dans le projet des soulèvements de la Terre, s'articulent avec un geste de reprise de terre. Et c'est là où pour moi c'est fondamental, enfin c'est très directement lié à la question révolutionnaire, c'est que c'est lié à la question du foncier agricole, mais donc du foncier et donc des outils de production. Or, dès évidemment qu'on regarde ce que revendiquent, ce que réclament les mouvements révolutionnaires en règle générale, historiquement et maintenant, il y a les dimensions de mobilisation, de lutte, enfin les photos qu'on voit des manifs, bien évidemment, la prise de la rue, la prise de l'espace public pour résister contre un pouvoir, contre un projet d'aménagement, un régime autoritaire, etc., etc. Mais il y a aussi ce que porte en positif, en revendication, ce mouvement. Et donc, dans les soulèvements de la Terre, il y a vraiment l'idée de ces terres qui vont se libérer, on va les prendre. Et on va les prendre avec un modèle d'activité qui est fondamentalement opposé, divergent et contestataire du modèle productiviste dominant, loin du productivisme, mais aussi dans le rapprochement et dans une dimension écologiste. Alors le mot n'est pas forcément prononcé en tant que tel, mais en tout cas dans la volonté de vivre et de travailler avec la faune, la flore, les non-humains. Pour utiliser un terme qui n'est pas forcément beaucoup utilisé, par exemple, en dehors des espaces de chercheurs, mais voilà, qui quand même pose un truc, et notamment, mais sans laisser la lutte. Et c'est là où on est, deuxième étage, à mon avis, de la description, aussi dans quelque chose qui est hyper révolutionnaire. C'est l'idée que ce mouvement de reprise de terre, avec le projet de s'installer souvent en collectif, dans des fermes pour de la production, soit de la production maraîchère, soit céréalière, soit de la gestion forestière, enfin bon, tout le panel d'activités agricoles qui peut exister. Il y a l'idée profondément, donc ces soulèvements, ils accompagnent ce mouvement-là, que dans les soulèvements de la Terre, il y a tout un paquet de gens qui ont le projet en réalité de s'installer, ou sont déjà des paysannes installés, mais parmi les plus jeunes, il y en a tout un paquet qui ont le projet de s'installer et qui, une fois installés, en fait, ne deviennent pas agriculteurs, salut, on arrête la lutte. Non, la lutte, cultiver fait partie de la lutte, et lutter, c'est cultiver. Et ça, c'est quelque chose qui a été porté très, très, très fortement par des habitantes et habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dont et c'est l'exemple le plus connu et aussi qui est peut-être un des plus intéressants par rapport à nos discussions, puisque l'occupation est maintenant ancienne, c'est-à-dire que maintenant, même si c'est dans un cadre aujourd'hui plus ou moins légalisé, enfin bon, pour aller très vite, mais l'occupation avait commencé, la partie occupation illégale
a duré de 2008 à peu près 2009 à 2018. Et dans tout ce moment-là, qui était vraiment le mouvement le plus dur, je dirais, de résistance à l'État qui s'est joué dans cet espace, était portée hyper fortement l'idée qu'on habite sur cette ZAD et on y vit, et que y vivre, c'est lutter, et lutter, c'est vivre. Et donc dans un truc, et c'est là où quand on parle de climat et révolution, si on essaie de le faire rentrer un peu dans des exemples qu'on a sous les yeux, ça nous fait tout de suite arriver à cette dimension collective, cette dimension des outils de production, mais ça nous fait aussi tout de suite arriver à la dimension intime, personnelle, transformation personnelle, qui se joue en fait pour les personnes qui y sont passées ou qui y sont encore, ou qui, voilà, avec toutes les temporalités qui existent dans ces espaces, qui est aussi celui de... C'est là où, à mon avis, il y a une autre dimension révolutionnaire dans ces luttes environnementales et qui sont complètement liées à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. Et pourquoi je dis ça, c'est que ce sont aussi des espaces, comme ces luttes environnementales, par leur détermination et leur vision systémique profondément contestataire, même si le terme révolutionnaire n'est pas forcément utilisé en tant que tel, mais en réalité profondément révolutionnaire, au point que des personnes mettent leur vie en suspens ou redirigent complètement leur vie, abandonnent leurs études quand elles avaient commencé, ou leur travail, leur vie familiale, la ville où elles habitaient jusque-là, pour s'installer quelque part et vivre dans un endroit contre un projet, que ce soit à l'époque un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui ce qui peut jouer contre l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, ce qui a pu se jouer à un moment ou qui se joue encore à Bure contre le centre CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires, pour donner juste quelques exemples, il y en a plein d'autres, mais juste quelques exemples, mais ce qui joue dans le fait de venir vivre quelque part, c'est que en dehors de la dimension résistance jusqu'au bout, la très forte implication personnelle que cela requiert, ce que ça permet, en fait, c'est aussi soi-même de se révolutionner. Et de se révolutionner dans le sens de se constituer dans ces espaces qui sont des espaces, on n'a pas encore, je crois, prononcé le mot, mais qui sont des espaces d'utopie concrète. D'utopie pas simplement littéraire, poétique ou artistique, mais d'utopie de vie qu'on crée là aujourd'hui maintenant, et ben ça permet de créer des espaces idéalement safe, protecteurs, dans lesquels on peut se libérer des assignations normatives, et donc beaucoup des assignations de genre. Et c'est pourquoi, notamment, c'est ce qui m'avait beaucoup frappé dans la lutte contre le centre CIGEO, puisqu'on parlait du nucléaire, donc le centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, c'est le moment où est arrivée toute une nouvelle génération d'activistes qui venaient habiter là contre le nucléaire, contre l'État, mais aussi pour vivre en collectivité se créer un espace de révolution de genre, sortir de la binarité, sortir des assignations de genre, créer des espaces de liberté queer, de liberté non binaire, de non-mixité hyper créative, de non-mixité en lien aussi avec toutes les aspirations décoloniales qui provenaient de la relecture aussi des luttes antinucléaires par ce prisme-là. Donc considérer que, par exemple, la question des essais nucléaires dans le Pacifique devait occuper une place beaucoup plus importante dans les luttes nucléaires, la question des conséquences environnementales, sociales et économiques de l'extraction de l'uranium. Donc bref, c'est pour ça que je parlais d'intersectionnalité tout à l'heure, l'idée que dans ces espaces-là, il y a à la fois ce contre quoi on lutte, et je terminerai là-dessus, mais autre dimension qui me semble avoir un caractère révolutionnaire quand même assez évident, c'est tous les slogans qu'on a vus arriver à partir de la ZAD contre l'aéroport et son monde. Donc le monde, on est contre l'aéroport, mais son monde. Et le monde de l'aéroport, c'est bien le monde contre lequel on s'organise. Et ce monde-là, justement, c'est ça qui est assez malin, c'est que à la fois monde, c'est énorme, on le qualifie pas directement, et chacun peut y mettre ce que elle ou il ressent.
le capitalisme, le patriarcat, l'oppression raciste, l'oppression coloniale, et contre l'aéroport et son monde. On a vu ensuite contre la loi travail et son monde, et après toute cette rhétorique qui traverse ces mouvements contestataires, et pas simplement à la dimension environnementale et écologique aujourd'hui, mais dit bien que dans ces espaces climat, révolution, écologie, révolutionnaire, contestataire, en fait le milieu de vie, la question du milieu de vie, elle est prise hyper au sérieux et dans toute sa profondeur. C'est-à-dire, milieu de vie, c'est y compris moi, dans mon rapport à mon genre, à ce que je mange, à comment je parle aux autres, de ça, du plus intime, de son ressenti personnel, jusqu'à l'opposition à l'État. Et ce qui fait que, à mon avis, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est difficile, depuis ces espaces-là et depuis ces pratiques-là, il est difficile de se dire révolutionnaire ou de se relier à la révolution, parce que l'imaginaire de ce qu'on appelle révolution, en tout cas tel qu'on en hérite aujourd'hui, il semble pas parler de ça, dans une acception un peu générale, c'est-à-dire justement on pense à la révolution de 1789, 1848, on pense à la Commune, et en fait ça demande de vraiment rentrer dans les histoires personnelles d'acteurs et d'actrices de ces histoires-là pour comprendre que oui, elles aussi et eux aussi, ils ont forcément vécu ce genre de choses, mais c'est pas ça qui est transmis, je dirais, d'une manière générale, et qui fait que on a l'impression que ça parle un peu d'autre chose, même si en fait c'est profondément relié. Moi, il me semble. Moi, je trouve c'est très intéressant, et ça pose cette question du rapport à la révolution. C'est-à-dire que dans les milieux écologistes, à partir des années 70, il y a une sorte de méfiance à l'égard de la révolution qui a été pensée comme une sorte de processus prométhéen, de volonté, par la seule force de la volonté des acteurs humains, on pourrait s'émanciper. Donc avec le modèle de la révolution chinoise, de la révolution bolchevique, qui était interprété comme des catastrophes écologiques, ce qui a contribué à invalider dans les milieux environnementaux et écologistes sans doute la question de la révolution. Et moi, ce qui me fascine avec les soulèvements de la Terre, entre autres, si on reprend un peu l'évolution en deux mots de ce qui se passait, c'est qu'en fait, au début du XXIe siècle, on a assisté à une forme de politisation des questions écologiques qui a pris plein de formes et que tu as évoqué, et qui passait notamment par des multiplications de luttes locales. Il faut bien imaginer, en France, il y avait des luttes locales partout, sur n'importe quel poulailler industriel, n'importe quel champ d'éoliennes ou autre. Et en fait, à partir de la fin du confinement, en 2020, post-confinement, abandon du projet d'aéroport des Landes, il y a eu un changement de dynamique avec l'idée que ces luttes locales disséminées devenaient une impasse stratégique et politique, et il fallait transformer un rapport de force de façon plus macro en restructurant des collectifs. Et j'ai l'impression que les soulèvements de la Terre ont eu ce rôle, parce qu'une révolution c'est toujours un processus, ont eu ce rôle de créer un nouveau répertoire d'action, et en créant un nouveau processus collectif, avec un changement même de stratégie d'action, qui consistait à dépasser la micro-lutte locale dispersée et disséminée, qui commençait comme si elle s'épuisait, pour construire une dynamique, pour construire un rapport de force plus direct avec l'État et plus visible d'un point de vue médiatique et politique. D'où l'appel à des rassemblements gigantesques autour d'un trou, d'une méga bassine, où il y a 15 000 personnes qui se retrouvent et qui sont bombardées, qui se font écraser par la répression. Et là, et donc on change. Tu vois ce que je veux dire, il y a tout un processus qui me paraît particulièrement révolutionnaire, parce qu'on change d'échelle. Et on invente un nouveau langage. Et c'est ça aussi la force de toutes les révolutions, c'est de transformer les imaginaires, d'inventer et d'imposer dans l'espace public un nouveau langage. Et c'est ce que fait les soulèvements de la Terre. Tu as évoqué reprise de terre, soulèvement. On pourrait évoquer aussi les saisons, la manière de s'organiser, les assemblées, les processus décisionnels qui sont assez fascinants. Et pour un historien du 19e siècle qui a travaillé sur la République démocratique et sociale de 48, les assemblées des soulèvements de la Terre rappellent des formes d'autogestion, des formes d'auto-organisation qui ont plein de réminiscences historiques assez fortes. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Oui, non mais complètement. Moi, je pense que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça la stratégie qui est tentée par les soulèvements de la Terre, mais tout en gardant, c'est là où il y a vraiment une dimension hyper dynamique, tout en gardant à chaque fois les ancrages locaux hyper fort. C'est-à-dire, moi, il me semble, c'est pas simplement on a constaté l'impasse des luttes micro-locales, donc on se crée un cadre commun. C'est qu'on garde ces ancrages
hyper locaux, et c'est ça qui fait à la fois la légitimité de ces collectifs et la légitimité de ces rassemblements, puisqu'avec l'idée des saisons, c'est que les soulèvements de la terre donnent des rendez-vous sur des lieux de lutte. Donc le plus, évidemment aujourd'hui, le plus connu, c'est celui de Sainte-Soline et la lutte contre les méga-bassines. Mais en fait, voilà, il y a aussi eu la 69, il y a eu un jardin ouvrier à Besançon. Il y a dans l'espace urbain les luttes contre le béton. À Paris, des actions il y a 2 ans et de nouveau un peu là l'hiver dernier contre des centrales à béton. Et alors un lien qui n'est pas assumé en tant que tel. Donc laissons-le en suspens vu qu'il y a des gros enjeux judiciaires, qui est une action qui s'est produite à côté de Marseille, à côté d'Aix-en-Provence, à Bouc-Bélair, qui n'est pas revendiquée par les soulèvements de la terre, mais qui a été signalé par les soulèvements de la terre, mais il y a une enquête en cours assez lourde. Donc voilà, restons-en là peut-être sur cet exemple-là, mais qui montre bien que à la fois, bon là il y avait la volonté de se rapprocher aussi de la ville, de pas être uniquement un mouvement de campagne, mais ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est la question des infrastructures. Il y a la question des reprises de terre, donc on reprend des terres, mais on agit aussi. On veut agir aussi en tant que les personnes des soulèvements de la terre veulent aussi agir contre ce qui est vu comme étant des agents de destruction du monde. Donc en l'occurrence l'industrie du béton, le groupe Lafarge qui est ciblé par une série d'actions. Et donc moi c'est ça que moi il me semble c'est ça qui est un peu nouveau par rapport, y compris à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc encore une fois qui est historiquement, voilà, un peu le berceau des soulèvements de la terre, c'est que on garde cet ancrage local et on crée un front qui est vu comme une composition de personnes avec des formes diverses de rapport à la radicalité, à l'action directe, et en fait, quand même, un peu la surprise de tout ça, me semble-t-il, c'est qu'en fait, ça attire énormément de gens. C'est-à-dire que la manifestation de mars dernier à Sainte-Soline contre la méga-bassine de Sainte-Soline, qui s'est transformée en affrontement terrible du fait du surusage, enfin de la quantité de grenades complètement hallucinante tirées par les gendarmes, avec les blessés graves qu'on connaît, enfin voilà tout ce que vous avez entendu évidemment. Tout ce rassemblement de Sainte-Soline quand même a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et ça montre, moi je trouve, et pour terminer là-dessus, par rapport à ce qu'on pouvait craindre en fait à un moment sur l'affadissement politique de l'urgence climatique, là on a un contre-exemple. Enfin, on a à la fois la suite, un contre-exemple et la suite. C'est-à-dire que ces manifestations massives, pas du tout révolutionnaires, qui se faisaient au nom du climat, il y a quelques années, c'est post-accord de Paris, parce qu'à ce moment de digestion par le système de l'urgence climatique, tout le monde dit urgence climatique, Emmanuel Macron parle d'urgence climatique, l'ONU parle d'urgence climatique, enfin ça devient une sorte de lieu commun, voilà, complètement évidé de sa force critique. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ces manifs, elles s'épuisent, il y a de moins en moins de monde, et ce monde, où est-ce qu'on le retrouve ? Sur des manifs déter, comme on dit. Et ça dit quelque chose aussi d'un moment, c'est-à-dire, moi il me semble, d'un moment aussi de ces luttes environnementales. C'est qu'il y a cette stratégie des soulèvements de la terre, il y a cette vision-là de comment s'organiser de manière plus efficace et en assumant le rapport de force. Et il y a aussi, et moi il me semble, il y a un moment de rencontre avec une société. Et qui fait que on va voir ce qui va se passer cette année, mais cette histoire elle est encore complètement en train de s'écrire, et malgré c'est sans doute pour ça que l'État a aussi vite, et le ministère de l'Intérieur aussi vite et aussi violemment en fait ciblé cette mobilisation, parce que sa capacité de mobiliser ce mouvement, parce que sa capacité de mobilisation elle est énorme aujourd'hui, et notamment auprès de plein de jeunes, et en même temps c'est là où c'est quand même hyper intéressant. Le rapport de force il fonctionne encore en tout cas à ce stade, dans le sens où quand on regarde la décision du Conseil d'État qui suspend, enfin qui retoque l'arrêté de dissolution des soulèvements de la terre,
un des arguments mis en avant par le Conseil d'État, c'est qu'une dissolution serait une cause de trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à être tellement aujourd'hui massifs et nombreux que le dissoudre pour l'État serait une cause de trouble. Et donc là, on a un truc de rapport de force. Et vas-y, François. Je disais qu'ils ont en plus créé des comités locaux, ce qui est fascinant en termes de structuration d'un nouveau mouvement. Mais le temps passe vite. Je vais donner la parole à Anne-Claude, peut-être, ça nous servira de conclusion avant de donner la parole au public, si tu es d'accord. Tu n'as pas de questions à me poser? Non. Eh bien, très bien. Je suis sûr que tu as envie de rebondir sur oui, ce qui a été absolument. dit, là, Oui, parce que c'est pas moi, c'est Christine Ross qui établit un rapport entre la commune et Notre-Dame-des-Landes, hein, en disant bien que dans les deux cas, c'est un mouvement et un territoire partagé, et en citant d'ailleurs Henri Lefebvre, qui estimait que les individus et les groupes ne pouvaient se constituer en sujet politique que s'ils s'appropriaient un espace. Je crois que ce passage par l'espace, c'est évidemment constitutif de la question d'écologie, de l'écologie. Et on se l'approprie et on le crée en même temps. C'est ce qui se passe au moment de la Commune de Paris. Et c'est ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Et on y met en œuvre des pratiques qui sont l'association, la coopération, la participation. Et ça, on peut qualifier ces pratiques-là de révolutionnaires dans le sens où, évidemment, elles s'inscrivent à contre-courant de tout ce qui se passe sur le plan organisationnel, sur le plan de l'État et sur le plan économique depuis des siècles. À propos des soulèvements de la terre, oui, quand on va... Enfin, moi, je crois que l'articulation demeure quand même entre les micro-luttes locales. D'abord, qui dit qu'elles ont échoué? Non, j'ai pas dit qu'elles avaient voilà, pas toutes. Hein, donc, il y a cette articulation entre des micro-luttes locales et puis, effectivement, un projet global. Et je crois qu'on ne peut pas sortir de ça. On lutte justement dans un lieu. Et même si ce qu'on défend, parce que c'est aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même essentiellement les luttes environnementales, et c'est peut-être ce qui hypothèque un peu, ou pas d'ailleurs, leur dimension révolutionnaire, c'est que ce sont des luttes défensives. Et qu'il s'agit toujours de lutter contre un projet d'aménagement, un projet de transformation. Bon, voilà, je fais cette remarque en passant. Alors, la dernière chose que je voulais évoquer, c'est que peut-être pour régler son compte à cette affaire de révolution, il faudrait quand même évoquer le sabotage. Et que ça aussi, c'est une tradition du XIXe siècle, du mouvement anarchiste, tradition revue et corrigée au fil du temps, parce qu'après les attentats anarchistes qu'on connaît des années 1890, il y a une dévaluation de l'attentat, hein, et une mise au jour du sabotage comme s'adressant exclusivement à des biens matériels. Donc c'est une autre forme de violence révolutionnaire qui entend détruire des biens, d'abord pour manifester quelque chose dans l'espace public, et puis c'est aussi ce que dit Andreas Malm, hein, c'est qu'on ne se contente pas de manifester quelque chose, on entrave réellement des projets en sabotant. Et même quelqu'un comme Günther Anders, qui n'avait pas la réputation d'être un grand agité, hein, à la fin de sa vie, comme d'ailleurs Arne Naess, disait à la force, il faut répondre par la force. Et je ne sais pas si ça doit être le mot de la fin. Et les soulèvements parlent de démantèlement. Oui. Désarmement. Désarmement, c'est ça, exactement. Justement, parce que effectivement, c'est fondamental. On n'est pas simplement dans la manifestation, dans le discours, on empêche, voire on détruit ce qui détruit. Simplement, évidemment, ça n'a échappé à personne que oser faire ça aujourd'hui, c'est extrêmement réprimé. Et donc, il y a un pas de côté qui est pris par les soulèvements de la terre avec cette notion de désarmement. C'est-à-dire, c'est retourner la violence à la violence, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire, considérer, c'est pas nous qui sommes, nous, les soulèvements de la terre, qui sommes violents, c'est le système qui produit cette violence écocidaire et climaticide. Et c'est pas nous qui sommes violents. C'est-à-dire que c'est pas nous qui sabotons la machine qui nous détruit, c'est nous qui désarmons
ce qui est devenu un système, et donc dans ses déclinaisons, telle autoroute, telle centrale à béton, telle serre de maraîchage industriel, c'est nous qui désarmons ce qui détruit le vivant. Mais évidemment, et c'est là où ça va être fort intéressant, là je pourrais prendre un peu d'un point de vue d'observatrice, voir comment ça va évoluer, parce que voilà, il y a eu des arrestations, beaucoup d'arrestations, des gardes à vue, il y a des procédures judiciaires en cours, il y a un procès qui s'est tenu contre les organisateurs de la manif de Sainte-Soline, dont on aura le rendu la semaine prochaine, qui risque de se solder par des interdictions, des contrôles judiciaires, des interdictions de séjour sur des territoires, justement. Des territoires desquels on peut imaginer, on verra ce que la justice dit, mais il semble assez probable que certains des organisateurs soient interdits de séjour dans tel et tel département. Donc voilà, les territoires sont visés, mais donc comment dire, la liberté, l'espace d'action, la liberté d'action est très, dans ce sens-là, est très faible. C'est tout ça sous la surveillance répressive quand même très très forte. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.